Ce 16 octobre, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Sensibilisation cette année sur la modernisation de l'agriculture familiale. Focus également dans cette édition sur le pagne Kita, une étoffe à cheval entre tradition et modernisme. Et puis cet autre cas avéré d'Ebola aux États-Unis qui crée la panique. Une infirmière aurait contracté la maladie au contact du patient libérien, décédé la semaine dernière à Dallas. Voilà les grands titres de ce 12h30. Bonjour et bienvenue. En 2014, sur 10 personnes, 2 souffrent encore de la faim. En cette journée mondiale de l'alimentation, célébrée aujourd'hui 16 octobre, l'heure est à la mobilisation pour espérer un jour mettre fin à ce fléau. Ici en Côte d'Ivoire, la commémoration de cette journée instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'articule cette année autour de la modernisation et la structuration de l'agriculture familiale. Écoutons justement un extrait de la déclaration du ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, qui se prononce sur cette journée dédiée à l'alimentation. Nous y reviendrons. Le pagne Kita, un tissu traditionnel tissé à la main. Autrefois porté uniquement lors des grands événements, le pagne Kita est aujourd'hui utilisé par tous et pour tout type de circonstances. C'est désormais un accessoire que de nombreux stylistes rajoutent à leur création pour les rendre plus originales. Cas précis de Charlie Kwasi Wassa, inventeur, styliste, modéliste ivoirien qui allie savamment pagne Kita et tissu tricot. Suivons ensemble ce reportage signé Ami Sissoko. Fabrice Kwasi Blé est tisserand depuis plus de 10 ans. Sa spécialité, le tissage du pagne Kita, un vêtement traditionnel des groupes ethniques Akan et Krou en Côte d'Ivoire. Ce tissu coloré et épais est également répandu en Afrique de l'Ouest et porté à des occasions exceptionnelles. On fait en bande et après on va coller à la machine pour donner le pagne que vous voyez. Le pagne se porte pour les cérémonies de mariage et pour les cérémonies de dot, tout ça. Il y a des gens aussi qui prennent aussi pour faire des cadeaux. Fabrice Kwasi Blé partage son art avec des jeunes. Ces derniers sont venus au métier du tissage, non pas passion, mais par nécessité. Je suis élève en classe de première. Mais cette année, j'ai arrêté l'école pour venir tisser le pagne, pour avoir un peu d'argent pour aller passer le concours d'électricité. Mon papa dit qu'il avait l'argent pour payer papier. Donc, il m'envoie à l'école. On dit qu'il n'y en a qu'à me retourner. Il n'y en a qu'à attendre. Et quand il ne paye pas, c'est ça, notre patron dit, le monsieur dit, ah, il y a travail, on va le faire. On est venu. Aujourd'hui, le Kita est de plus en plus utilisé par des stylistes modélistes dans leur création. Promouvoir ce tissu africain, c'est le cheval de bataille de Charlie Kwasi Wassa, inventeur styliste modéliste ivoirien. Sa ligne vestimentaire est confectionnée à partir de 2 éléments essentiels, le tissu tricot et le Kita. Ma collection fait la promotion de la matière première africaine qui est le Kita et de Faso d'Afadi. La collection est constituée en premier lieu le tissu tricot, qui est un tissu élastique, et le Kita qui n'est pas un tissu élastique, qui est un pagne africain. Et cela permet facilement à la population africaine de consommer le Kita avec beaucoup de fierté. L'initiative lui a valu l'obtention du brevet d'invention dans le textile en 2007 au Cameroun. Brevet délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Le Kita, pagne tissé, utile en tenue traditionnelle comme en tenue de ville, reste une forme visible du savoir-faire africain. Sur 8 773 cas, le virus Ebola a causé la mort à ce jour de plus de 4 236 personnes. La Côte d'Ivoire, qui n'enregistre aucun cas, veut maintenir le cap à 0 victime. La sensibilisation contre la maladie est donc de mise. Sensibilisation qui ne peut se faire sans les hommes de médias. Ils ont reçu récemment une formation afin de prendre une part plus active dans la lutte contre Ebola. Christelle Hunda, Grâce Kando.
L'épidémie de fièvre à virus Ebola a fait plus de 4447 décès en Afrique de l'Ouest sur 8900 cas selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé en date du 14 octobre 2014. Au regard de ce triste tableau, un séminaire de formation a été organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, et le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Objectif de la rencontre, permettre aux hommes de médias de mettre en place des stratégies pour impliquer et donner une part active aux journalistes dans les méthodes préventives de lutte contre l'épidémie des fièvres à virus Ebola. Quand il y a 4000 morts à vos frontières, vous devez vous mobiliser. Nous, en tant que fêtiers des organisations de presse en Côte d'Ivoire, nous estimons que si nous ne nous levons pas, personne ne le fera à notre place. C'est pour cela que nous avons convié les organisations des médias pour la sensibilisation avec des experts des Nations Unies. La représentante de PNUD, partenaire de la rencontre, a situé l'enjeu de ce séminaire et le rôle des journalistes dans le relais de l'information en situation de crise. C'est une épidémie qui prend une ampleur aussi à dimension économique, sociale. Je dirais même que ça devient une tragédie humaine. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il était important que les journalistes aient accès aux informations techniques sur le mode de transmission du virus pour qu'eux-mêmes puissent véhiculer le message qu'il faut. Au sorti de cette rencontre, les journalistes se disent prêts à jouer leur rôle, celui d'accompagner le gouvernement ivoirien dans le processus de lutte contre la fièvre hémorragique. Nous, en tant que journalistes, nous devons de répercuter ces messages en droit de la population pour qu'elle puisse observer tous ces comportements-là pour qu'on puisse être à l'abri de cette maladie qui pour l'heure sans remède. À ce jour, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas, mais la vigilance reste toujours de mise. Je vous le disais en début de journal, un deuxième cas d'Ebola a été détecté sur le sol américain. Il s'agit d'une infirmière de 29 ans qui a contracté la maladie après avoir assuré les soins du patient libérien décédé la semaine dernière à Dallas. L'infirmière aurait voyagé par avion 24 heures après l'apparition des premiers symptômes. Les autorités américaines n'épargnent pas la probabilité de nouveaux cas d'Ebola aux États-Unis. D'ailleurs, 75 personnes ayant eu contact avec la soignante ont été immédiatement mises en observation. L'industrie cinématographique ivoirienne enregistre un nouveau venu. Il s'agit du film Bad Mec de la réalisatrice ivoirienne Lilia Denzel. Un long métrage qui attire l'attention sur les apparences trompeuses dont la grande première a eu lieu le week-end dernier. Nous Sangaré et Christelle Menon nous font le point de cette première diffusion. Un nouveau venu dans l'univers du cinéma ivoirien. Bad Mec nous parle de Winnie, une jeune dame dont la vie paisible se retrouve du jour au lendemain, bouleversée par l'apparition de Morlan, le père du fils à sa meilleure amie. Un film au confluent de l'amour et de la trahison, Bad Mec trempe le spectateur dans la cybercriminalité. Morale de l'histoire, se méfier des apparences souvent trompeuses. Lilia Denzel, productrice du film, y joue aussi le rôle de l'actrice principale. C'est vrai, on peut aimer, mais il faut aussi être un peu réfléchi. Parce qu'à la limite, malgré la voix de l'enfant qui disait « Maman, fais attention », l'amour était plus fort que ça. Donc souvent, amour d'accord, mais raison d'abord. La distribution des rôles fait la part belle à de jeunes loups du 7e art ivoirien, Bessie Hadji, Kanema Oula, Joséphine Tagro et Abdul Karim Konaté. Des noms qu'il faut vous habituer à entendre désormais. Leurs prestations ont aussi joué en faveur des commentaires positifs récoltés au sortir de cette première. Il y a un regain d'activité au niveau du cinéma. Il y avait une productrice qui était actrice dans le film, mais qui a fait appel à un réalisateur professionnel pour que le travail se fasse. Et donc on a senti tout de suite une touche professionnelle dans la réalisation. Le cinéma est en train de se faire rehausser par les cinéastes aujourd'hui. Il y a beaucoup de dynamique autour de ce cinéma-là. Donc je pense que les années à venir sont prometteuses pour notre cinéma ivoirien. Ça se voit que les films africains et ivoiriens vraiment prennent un bon pas. Vraiment un gros bisou à la réalisatrice, aux producteurs. Tout ce qu'ils ont fait là, c'était parfait, c'était impeccable. Une production qui promet et qui devrait sortir en salle très prochainement.
On reste en culture pour parler cette fois de la fête des Ignames en pays bron. L'événement marque le nouvel an dans certaines contrées de l'est du pays. Pour vous, Michel Mombo était à Kekereni, à 7 km d'Assuéfri dans le département de Tanda. Reportage. Kekereni, village situé à 7 km d'Assuéfri dans le département de Tanda, région du Zanzan. Le village est en ébullition. Le peuple célèbre l'Igname. La fête de l'Igname ou encore Mouroufé, moment de réjouissance pour célébrer ce tubercule qui jadis aurait sauvé la vie aux ancêtres brons. Nos ancêtres en arrivant à Bonoukou, dans le royaume bron, ne connaissaient pas l'Igname et n'avaient rien à manger. Ils avaient faim et c'est grâce à ce tubercule-là qu'ils ont été sauvés. Et donc chaque année, en pays bron, il faut célébrer la nouvelle Igname. La fête des Ignames a lieu en pays bron un vendredi saint. L'événement marque également le nouvel an. Tout un rituel l'accompagne donc. Aujourd'hui, nous avons offert du bois de chauffe au chef. Donc c'est d'abord une forme d'allégeance. C'est un élément qui permet au chef de se réchauffer. Le deuxième élément, c'est la lumière. Donc ça lui permet d'éclairer la cour, mais en même temps d'éclairer son intérieur. La fête de l'Igname à Assuéfri a duré 3 jours. Occasion pour les visiteurs de s'imprégner de la culture abron. Je rappelle que la journée mondiale de l'alimentation est célébrée aujourd'hui 16 octobre et pour l'occasion, je vous invite à suivre maintenant un extrait de l'intervention du ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua. Afin de soutenir cette forme d'agriculture qui fait de la Côte d'Ivoire une puissance agricole en Afrique, le gouvernement a pris l'option de la moderniser dans le cadre du programme national d'investissement agricole en la faisant passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché. En effet, la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole permettra aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux infrastructures et équipements agricoles, à la terre, aux intrants de production, aux innovations technologiques, au financement, à la formation et à un environnement commercial favorable. Le ministre de l'Agriculture a... En République centrafricaine, 6 miliciens anti-Balaka qui refusaient d'être désarmés ont été tués hier mercredi à Bangui lors d'échanges de tirs avec les forces internationales. Et toujours en Centrafrique, au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des échauffourées entre des miliciens anti-Balaka et des habitants de Bangui. Et ce regain de tension à Hong Kong où la police fait l'objet de critiques après une nuit de heurts violents entre les manifestants pro-démocratie et la police locale. Ce sont les images qui ont choqué les habitants de Hong Kong. Diffusées par la télévision locale, elles montrent un manifestant pro-démocratie emmené de force par la police dans un coin sombre et roué de coups. Dans la nuit de mardi à mercredi, la répression contre le mouvement étudiant réclamant l'élection libre du prochain chef de l'exécutif après une tournure violente. Les policiers sont arrivés en nombre pour déloger les contestataires qui occupent une avenue proche du siège du gouvernement. Les manifestants ont tenté de se protéger des coups en ouvrant leur parapluie, devenu le symbole de leur mouvement. Après une heure de confrontation, 45 d'entre eux ont été arrêtés. Ce matin, la police hongkongaise est sous le feu des critiques. Au Conseil législatif, des députés pro-démocratie ont affiché des portraits de l'étudiant tabassé. D'autres ont brandi leur parapluie tandis qu'un trublion a été évacué par le service d'ordre. Accusée d'usage excessif de la force, la police hongkongaise a suspendu les officiers mis en cause et annoncé une enquête impartiale. Les résultats de l'enquête seront soumis au comité indépendant des plaintes contre la police. S'il apparaît qu'il s'agit d'un acte criminel, nous poursuivrons la procédure en accord avec la loi. Mais des militants des droits de l'homme réclament une action en justice. Ils rappellent également le droit de manifester pacifiquement. Si le rassemblement est pacifique, la police n'a pas le droit de le disperser.
Entamé il y a une quinzaine de jours, le mouvement des parapluies a d'abord bénéficié d'une certaine popularité, mais les embouteillages et la congestion des transports causés par les blocages de route ont commencé à lasser le public. Les violences policières pourraient cependant créer un regain de sympathie pour ces étudiants qui défendent le droit des Hongkongais à vivre dans un système démocratique. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont tombés hier face aux léopards de la République démocratique du Congo. Ce match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 s'est soldé par un score de 4-3 en faveur des Quinois. De deuxième position donc, les éléphants de Côte d'Ivoire descendent à la troisième place du groupe D. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre attention. La roue de l'actualité continue sur notre site internet www.rti.ci. Au revoir.